Vous écoutez Une enquête dans la peau, l'affaire Topaz. Deuxième partie. Au cours de cette enquête, et notamment au cours de l'hiver 97-98, on va avoir un gros coup de chaud. Un soir, c'est 20h30 et tout, j'exploite une cassette. Bruno Broggio, capitaine de police à la retraite. Et là, il y a Cossu qui parle avec je ne sais plus qui. Je sens qu'il y a un problème, qu'ils vont venir faire quelque chose en France. Il y a une ambiance spéciale. Nos amis parlent de fêter des anniversaires. Jean-François Barbieri, commandant de police. D'aller manger la bouillabaisse, d'apporter les langoustes à une dame, etc. En général, quand il parle d'homicide, il parle ou d'anniversaire, ou on va lui offrir des langoustes. Voilà. Les langoustes, c'est des balles. Pourquoi anniversaire ? Parce qu'en général, quand ils effectuent un règlement de compte, c'est suite à un autre règlement de compte, ils attendent 1 an ou 2 ans après le règlement de compte, donc l'anniversaire, pour passer à l'acte. Si vous tuez quelqu'un le 1er janvier, tous les 1er janvier qui suivent, vous devez faire attention. Les règlements de compte, ça a toujours existé. Dans des commerces illicites, vous n'avez pas de tribunal du commerce. Ça n'existe pas. Donc les litiges, ils se règlent comment ? Ils se règlent avec les dents. Donc on est obligé de faire des choix stratégiques. Éric Arella, directeur interrégional de la police judiciaire de Marseille. Et ce projet de règlement de compte risque de contrarier, je dirais, l'avancée du dossier. On ne peut pas laisser tuer quelqu'un. Il n'y a aucune hésitation à cet égard. Mais en revanche, arrêter les individus avant qu'ils ne soient tués et donc interrompre les investigations dans le cas des trafics, c'est franchement assez désolant pour nous. Alors lorsque, fin janvier 98, on s'aperçoit que Cossu remonte en France pour fêter cet anniversaire, il est assisté ensuite des petits de Toulon, de différentes personnes de ces groupes. La BRI les prend en charge pour les surveiller. Mais au départ, on ne sait pas quel est l'objectif. C'est une fois sur place, lors de la surveillance de la BRI, on s'aperçoit qu'ils s'approchent d'une boîte de nuit du côté d'Antibes et qu'a priori, ils vont passer à l'acte. On ne peut pas décemment, bien sûr, les laisser flinguer on ne sait qui, peut-être les gérants de la boîte, des clients, on ne sait pas. Donc il est décidé de faire un contrôle inopiné la nuit où ils sont sur place pour les empêcher de commettre, mais de ne pas les arrêter pour ne pas torpiller le dossier stup qui est en cours. Donc il ne faut pas que les voyous comprennent qu'on savait qu'ils étaient là, qu'on les a identifiés, donc c'est assez fin. Alors donc ce soir-là, on va dire à 1h du matin peut-être, sur ce parking de boîte de nuit a été effectué ce contrôle, mais le plus simplement du monde. C'est simplement une voiture de police qui passe et qui contrôle 2 gars dans une voiture. Point barre, ça va pas plus loin. Il faut vraiment pas les affoler. Et ça a marché. On pense avoir calmé la situation. On s'est dit, voilà, ils sont pas Cossu est reparti en Espagne. Chacun est rentré chez soi. Ils reparlent peut-être de le faire, mais on ne sait pas quand. Donc on se dit, on est tranquille pour quelques mois. Ça va nous permettre de continuer à travailler sur le dossier et puis de finaliser l'enquête sur le trafic de stupes. On a déjoué un règlement de compte très, très certainement, mais malheureusement, ce n'était que pour eux que partie remise. Et donc très rapidement, au printemps 98, on comprend qu'Antoine Cossu veut remettre le couvert. Cossu va revenir en France pour fêter cet anniversaire, mais il se trouve qu'on n'est plus aussi bien placé au niveau des écoutes téléphoniques, on n'a pas tous les numéros qu'on avait auparavant, ils ont changé de puce, etc. Et qu'on risque de rater l'anniversaire. Donc, comme décemment, on ne peut pas laisser faire non plus.
Certains imaginent d'arrêter Cossu à la frontière quand il arrive. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Il aura quoi? Des faux papiers? On sait qu'il a des faux papiers, et puis c'est tout. Donc ça va pas aller chercher loin. Et pour nous, ça dévoile complètement le dossier, ce qui veut dire que le dossier il est mort. Ça fait bientôt 2 ans qu'on travaille. À quelques-uns, on se dit non, c'est pas possible. On va tenter autre chose. Donc avec mon collègue Bruno, on est sur la même longueur d'onde sur ce dossier-là et on peut pas se résoudre à abandonner le dossier de cette façon-là. Alors l'idée en elle-même, c'est on décide de saisir une opportunité, c'est-à-dire qu'on a compris depuis un certain temps qu'il y avait des fuites dans nos services. Des gens qui étaient appelés l'assureur des petits. Et alors les petits sont les deux frères Perletto de Toulon, donc on comprend que l'assureur a priori est un policier de Toulon. Et par recoupement, on a ciblé un enquêteur de la PJ Toulon sans en avoir la certitude. On s'est réunis et je leur ai proposé, écoutez, moi j'ai une solution. J'ai travaillé à la mairie, donc on était souvent à Toulon, donc je connais à peu près tout le monde. Je vais au contact de l'informateur, je lui donne des vraies informations. Et on voit comment ça se passe. Mais là, la hiérarchie n'a pas du tout été informée. C'est un coup de poker. Ça fait un peu film, mais bon, c'est la réalité. D'autant plus que, sachant qu'on ne faisait pas l'unanimité dans cette décision, on n'en a pas parlé à la hiérarchie sur le moment. Donc on l'a fait un peu comme ça, en freelance. Que si ça ne marche pas, on nous le reprochera, et ça peut même être considéré comme une faute administrative. On s'est retrouvés à midi, on était mangés, et après, on a attendu que l'assureur arrive. Et là, je lui dis « Salut, tu vas bien ?» On lui parlait de tout et de rien. Et je lui dis « Écoute, tu veux pas retourner à la brigade anti-gang? Parce que là, pendant 2 ou 3 jours, ils vont travailler. » Il m'a dit « Non, moi, la anti-gang, c'est quand j'étais jeune, et puis voilà. » Et je lui donne des éléments d'enquête, si vous voulez, comme des surnoms que eux seuls, les voyous, utilisaient. Personne connaissait leurs surnoms. Il y avait Petit Vélo, il y avait Lucky Luke et tout. Donc, je suis reparti. Et 2 jours après, sur les écoutes téléphoniques, Cossu téléphone, il dit « Il y a les chenilles autour de la maison, on s'arrache. » Donc les chenilles, c'était la police. Heureusement que ça a marché. Voilà. Parce qu'on en aura entendu. L'étau se resserre autour des trafiquants. On a des projets de règlement de compte qui nous pendent au nez. On a déjoué 2 fois. Éric Arella, directeur interrégional de la police judiciaire de Marseille. On a la certitude qu'il y a des tops, au moins une, qu'on a identifiée. Donc on avait tout un contexte tellement lourd qu'on a eu une opportunité qui est arrivée donc fin avril 98, qui est tout simplement une rencontre au sommet qui allait se faire entre le chef du cartel mexicain et nos principaux protagonistes. Rencontre qui allait se faire dans un hôtel à Madrid. Nous comprenons, d'après les écoutes, qu'ils vont revenir avec une certaine somme d'argent, on comprend environ 500 000 $, qu'ils vont remettre lors d'un rendez-vous au propriétaire mexicain de la marchandise qui a fait le déplacement à Madrid. Ce qui fait défaut, et moi c'était mon principal souci, c'est qu'il n'y a pas de marchandise. Il y a une remise d'argent, point. Mais bon, la hiérarchie est pour intervenir, notamment parce que le dossier dure depuis très longtemps, trop longtemps pour certains. On va arriver bientôt à 2 ans d'enquête. Donc dans tout ce contexte-là, j'étais très favorable à ce moment-là pour que, plutôt que de prendre le risque de vouloir continuer pour pouvoir faire mieux, mais finalement faire mieux et risquer une envolée de moineaux, j'envoie un enquêteur du groupe de la brigade des SUP, Jean-François Barbieri en l'occurrence, qui avec quelques représentants de la BRI Marseille vont aider les Espagnols à cette arrestation. Le rendez-vous était pour le lendemain, on va dire à midi. La veille au soir, on s'est retrouvés à quelques collègues à aller manger dans un restaurant, un peu comme une veillée d'armes, avec des entrecoupés de coups de fil à Marseille constamment, parce qu'il fallait mettre au point les derniers préparatifs. Parce que ce qui voulait dire interpellation à Madrid voulait dire aussi, dans la foulée, toutes les interpellations dans le sud-est de la France.
Le 29 avril 98, donc jour du rendez-vous, le rendez-vous doit être à midi à peu près, on installe le dispositif. Alors le dispositif, le schéma qu'on a imaginé, c'est que la BRI se cale dans les sous-sols de l'hôtel et il est prévu de les prendre après le rendez-vous, pas dans la salle de restaurant où il y a tout le monde. Et les Espagnols doivent, eux, récupérer le Mexicain qui, à l'issue du rendez-vous, doit prendre un avion pour Paris. Et moi, je dois, dans ce dispositif, me trouver dans la rue, comme ça, en piéton, avec 2 autres collègues. Un collègue français, un collègue espagnol. Donc ça, c'est ce qui est prévu. Le collègue qui est à l'intérieur du restaurant confirme qu'ils sont bien là. Ils sont à une table au salon, en train de fumer le cigare. Ça discute, il y a une mallette, a priori avec l'argent qu'on a imaginé. Et puis les gens se séparent. Et là, bon, c'est là que tout va se passer. Et là, ben, ça se passe pas comme c'est prévu. C'est que le Mexicain, donc, qui était accompagné de sa copine, sort du restaurant, va prendre un taxi pour aller à l'aéroport. Et là, les Espagnols, au lieu d'attendre quelques minutes, le prendre sur la route de l'aéroport, discrètement, décident, on ne sait pourquoi, d'interpeller notre bonhomme, notre Hermillo Rodriguez, de l'interpeller devant l'hôtel, avec des grandes baies vitrées, tout le monde voit tout. Et pour nous, c'est une catastrophe, là. Moi, je suis dans la rue de l'autre côté, je vois ça, je suis effaré. En même temps, le collègue qui est à l'intérieur du restaurant voit aussi le même cinéma. Il se dit, mais si les tontons ils voient ça, ils vont s'arracher. Ils vont peut-être même pas aller prendre leur voiture, ils vont s'arracher, on les reverra plus. Catastrophe. Là, en quelques secondes, il faut prendre une décision. Il faut intervenir. Il faut intervenir pour arrêter les 2 tontons plus Tournesol qui sont dans le salon, en train de fumer le cigare, et qui sont peut-être armés. On ne le sait pas. En quelques secondes, la décision est prise, on intervient. Et on verra ce qui se passe. On rentre dans l'hôtel, le collègue espagnol, seul armé, sort son calibre, braque nos 3 Français qui sont à table, il les braque, on joue sur l'effet de surprise. Et moi, alors là, j'ai chance inouïe, je me trouve au bon moment, au bon endroit, je mets les pinces à Tony Cossu. La seule paire de menottes que j'avais à ce moment-là, c'était des menottes qui n'étaient pas réglementaires, qui étaient des menottes de sex shop. Bon, j'avais quand même retiré la petite fourrure rose qui est dessus, mais enfin j'avais ça et j'ai donc passé les menottes de sex shop à Cossu. Il s'en est pas aperçu, heureusement, je pense que ça l'aurait vexé. Alors, l'arrestation est faite, on fige la situation, les collègues de la BRI reviennent. Et là, on trouve en possession de ces tournesols qui en revendiquent la propriété une mallette avec à l'intérieur la somme de l'équivalent de 500 000 $ en différentes coupures florins, francs suisses, etc. Et puis un certain nombre de documents. Et des documents qui vont s'avérer être très intéressants. Et notamment un document comptable où est synthétisée toute la transaction de ce qui venait du Mexique. Et ce sont les prix qui ressortaient déjà sur nos écoutes téléphoniques. Donc tout correspond. Bon, ils comprennent qu'on est des policiers français, qu'on est de Marseille. Bon, ça commence à les inquiéter un peu. Mais ils font bonne figure. Ils font bonne figure parce que, au fond d'eux, ils sont persuadés qu'ils seront bientôt libérés. Ils n'ont pas été pris avec de la drogue. Donc même les comptes, les ceci, les cela, bon, ils ne savent pas qu'il y a des centaines d'écoutes derrière tout ça. Donc, la garde à vue se passe de façon décontractée. Bon, j'ai l'opportunité de discuter comme ça, à bâton rompu, avec Antoine Cossu. On a eu quand même quelques échanges sur un peu tout. C'était sympathique. Il m'a même proposé de m'offrir un café le jour où il serait libre à Marseille et qu'il viendrait me voir. Bon, ben ça, j'attends toujours le café depuis. En France, la police attend le feu vert pour interpeller les complices d'Antoine Cossu. Une fois que c'est un succès côté espagnol, on a tapé nos principaux individus, on a l'argent, donc tout se passe bien, il ne reste plus qu'à dérouler côté français.
Donc, dès que j'ai le retour espagnol, dans la minute, les équipes sont sur le terrain côté des deux BRI. Et donc, rapidement, on va procéder aux interpellations des Perletto, de Jean-Claude Kella, qui en plus s'apprêtait à prendre l'avion de Nice, si j'ai bonne mémoire, pour rejoindre le Mexicain qui, après son rendez-vous espagnol, devait le rejoindre à Paris. J'ai pour mission d'interpeller Kella, à Nice. Bruno Broggio, capitaine de police à la retraite. Et après, de rester avec lui pendant 4 jours pour travailler sur la procédure. Donc, durant 4 jours, nous sommes restés tous les deux. Alors, vous posez des questions, c'est non, c'est tout et rien. Donc, vous avancez pas. De toute façon, ils parlent pas. Normalement, quand vous êtes un beau voyou, vous parlez pas. Et donc, lorsque j'arrive à Marseille, j'ai l'opportunité de voir Jean-Claude Kella, qui en est à ses dernières auditions. Bon, il n'a pas dit grand-chose, bien sûr. Mais là, j'ai retrouvé le bonhomme qu'on imaginait, assez jovial. Bon, bien sûr, il ne reconnaît pas sa participation. Il se voit encore comme une victime, une nouvelle fois, de la police. Mais il vous dit ça avec un tel sourire que, bon, vous avez compris que personne n'est dupe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une telle tension pendant des semaines, des mois sur ce dossier-là. On ne savait jamais si on y arriverait, on n'y arriverait pas. Là, il nous semble qu'on l'a pas terminé complètement, mais qu'on a déjà fait un grand pas et qu'on a quand même des billes sur ce dossier. Donc, je veux dire, il y a une petite euphorie, un peu tout le monde. Je revois très bien la scène, on est dans nos bureaux, on sort une bouteille de champagne au sein du groupe pour fêter ça. Les gars vont être déférés le lendemain, on est sur le point de faire les fins de garde à vue et qui se trouve attaché au radiateur à côté parce qu'on n'avait pas assez de place pour les attacher aux anneaux réglementaires. On l'a invité à boire une coupe de champagne avec nous et puis c'était sympathique. Il en a rigolé sur le moment. On avait ressorti une vieille fiche de recherche qui avait été diffusée après la French Connection. Et je lui dis, écoute, Jean-Claude, tu veux pas me faire une dédicace avant de partir? Elle me dit, pas de problème. Et donc, il m'a fait une super dédicace. Dommage que nous ne sommes pas du même bord, sans rancune, Jean-Claude qui est là. Il a joué une partie d'échecs, il a perdu. Voilà. Le groupe d'enquête de Jean-François Barbieri se prépare à l'ouverture du procès, dans une atmosphère tendue. Pendant des mois, il faut continuer à travailler pour asseoir le dossier, pour présenter quelque chose de carré devant la justice. Des bons avocats, en l'état du dossier tel qu'il est fin avril 98, ils sortent leurs clients, il n'y a pas de souci. Hein. Et ça, moi, j'en suis conscient. Je suis surpris parce qu'on me dit que ce dossier, il tient à la colle, pour reprendre aussi une expression du jargon policier. Maître Frédéric Monneret, avocat d'Antoine Cossu. Et connaissant justement le caractère particulièrement méfiant de Cossu, qui est très rusé, je pense que Cossu, si on cherche effectivement à l'impliquer, les éléments qu'on peut lui opposer ne sont pas des éléments objectifs très forts sur le plan de la preuve. L'enquête va se dérouler encore pendant 3 ans. Donc on a un dossier de trafic de stupéfiants qui au total va durer presque 5 ans. Ce qui, au regard de la moyenne, y compris aujourd'hui, des dossiers de trafic de stupéfiants, c'est extraordinaire. On va arrêter au total une quarantaine de personnes, donc 25 en mai 98 et encore une quinzaine après. Au printemps 2001, on considère que l'enquête est terminée. Maintenant, il faut rédiger le rapport de synthèse qui sera transmis au magistrat. Nous allons rédiger pendant quelques semaines ce rapport qui fera 200 pages environ. C'est assez exceptionnel pour un rapport de synthèse. C'est vrai qu'à la découverte du dossier, j'étais particulièrement frappé par l'investissement des services de police dans le cadre de cette enquête. Et c'était un des éléments de mon inquiétude lorsque j'ai découvert ce dossier pour la première fois. En tant qu'enquêteur, et on va dire entre guillemets directeur d'enquête, je suis appelé à témoigner à la barre pour le premier procès qui a lieu à l'été 2003. Ce n'est pas un travail qu'on a l'habitude de faire, de témoigner devant un tribunal, surtout sur un dossier aussi complexe. Donc il m'a fallu faire un stage de préparation, témoignage en cour d'assises.
Et ça m'a permis d'apprendre un petit peu à parler en public et de maîtriser mes émotions devant un tribunal. Donc c'est assez délicat. Donc une fois que j'ai fait ce stage, je m'entraîne, je me souviens très bien chez moi, même parfois devant une glace, à parler. Il y a toutes les mimiques, tout compte. Tout se joue devant les assises. Vous pouvez avoir un beau dossier écrit, s'il n'est pas bien, diffusé au moment, de manière orale, au moment des assises, vous risquez, malgré la qualité de votre enquête, d'avoir un résultat peut-être décevant. Donc il faut absolument se préparer à aller témoigner aux assises. Le matin, j'arrive au palais, c'est l'effervescence complète, dans l'ancien palais de justice d'Aix-en-Provence. Le quartier a été bouclé, il y a plus de 20 prévenus dans le box. Le GIGN ou le RAID est présent, il y a l'hélicoptère qui tourne au-dessus. Le procès va durer plus d'1 mois. Alors c'est un petit aspect de Fort Knox, grosso modo, puisque on est sur le gratin du grand banditisme de l'époque. Et au panier, c'est pas 1 ou 2 individus. Là, vous en avez quelques dizaines. Donc, précaution maximale, ambiance assez lourde, beaucoup d'avocats et des ténors. Ma surprise, avant de rentrer dans la cour d'assises, c'est le décor qui est planté à l'extérieur, avec effectivement un service de sécurité énorme, des hélicoptères qui surveillent et qui survolent la ville, les enceintes du palais, des fonctionnaires de police cagoulés, harnachés, avec des armes qui semblent redoutables à l'extérieur du palais, à l'intérieur du palais, et surtout dans la cour d'assises. Ce qui permettait de penser que le courant allait être difficile à remonter pour la défense par rapport à un tel décorum. Moi, je me retrouve, je suis pas le seul, mais je me retrouve au milieu de l'arène. Vous vous présentez, vous jurez de dire la vérité, et le président, il vous dit, on vous écoute. 4 heures de déposition, 3h30 de questions. Donc effectivement, vous transpirez bien, mais il n'y a pas de secret. C'est s'y préparer psychologiquement, vous allez au combat. J'ai eu la chance déjà, au bout de quelques minutes d'exposer, le trac est parti. Je me sentais à l'aise, sûr de mon propos, donc ça allait. Et puis, aux réponses aux questions des avocats, je m'en suis plutôt bien sorti. Et c'est vrai que la plupart d'entre eux avaient une connaissance remarquable de ce dossier lorsqu'ils sont venus témoigner devant la cour d'assises. Le dossier Topaz à Dogo se termine par de grosses condamnations qui sont entre 15 et 20 ans pour les principaux. On a conscience là, qu'on a fait tourner une page du grand banditisme français. C'est vraiment l'enquête qui va démontrer de manière éclatante que le grand banditisme traditionnel est réellement dans des activités de trafic illicite de stupéfiants. Ce qui n'était pas nécessairement... on le devinait, mais on le démontrait rarement. Celle-là, c'est la démonstration éclatante. L'affaire Topaz, c'est en quelque sorte, finalement, un trait d'union entre le banditisme passé et le banditisme actuel. C'est aussi une photographie sur toute une époque et surtout les personnages qui s'agitaient dans le cadre de cette époque et qui l'ont marqué. Je pense qu'Antoine Cossu, qui lui vivait avec une conception de la police qu'on va qualifier de papa, c'est pas péjoratif, a été surpris par les moyens mis en œuvre et les moyens modernes d'investigation. Et ce dossier, il est très intéressant aussi à ce niveau-là. Ce type de travail qui est de longue haleine, déjà on n'est jamais sûr d'arriver au bout. On l'espère, mais c'est très prenant professionnellement parlant et même personnellement. Au niveau de la vie familiale, ça peut poser un problème parce qu'il n'y a plus de week-end, il n'y a plus tout ça. Alors là, il faut suivre l'événement au jour le jour, à la minute. Parfois, c'était un peu comme dans un film, quoi. C'est l'impression de vivre une histoire extraordinaire.
Et moi, je peux dire que j'ai eu cette chance dans ce dossier, ce qui est très rare pour un enquêteur, de participer de A jusqu'à Z. Et j'en suis assez fier. À l'issue de 3 procès d'assises, en 2003, 2004 et 2006, Antoine Cossu est finalement condamné à 18 ans de réclusion. Il est libéré sous conditionnel en 2009, mais condamné à nouveau en 2014, en Autriche, pour le braquage d'un fourgon. Il est néanmoins dispensé de peine en raison de son âge, 74 ans au moment du procès. Jean-Pierre Tonton Grandebeuf et Alain Tournesol Tavera écopent de 15 et 12 ans de réclusion. Enfin, Jean-Claude Kella est condamné à 15 ans de réclusion. Il sort de prison en 2009 et décède d'un cancer en 2014. Jean-François Barbieri, le policier en charge de l'affaire Topaz, termine sa carrière comme officier de liaison en Bolivie, aux sources du trafic de cocaïne. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour. Adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Félix Ségère et réalisé par Félix Ségère et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan, assistée de Marine Boudalier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.